Salut Fabien. Bonjour David, ça va? Salut, ça va et toi? Oui, ça va. Ouais. Alors, donc on est en direct sur videobourse.fr. Donc David Furcage, qui est responsable de AgWave 360, ancien stratège à la City, qu'on a déjà retrouvé dans quelques vidéos que j'ai réalisées, alors soit des interviews, soit des conférences qu'il avait animées lors de différents salons. On va déjà faire quelques réglages. Je vais vous demander si possible si le son de David est OK. Donc David, je vais te laisser te présenter en quelques mots si tu le veux bien. Ok, donc bonsoir à tous. Donc David Furcage, effectivement, avec lequel on a pu partager quelques événements avec Fabien Labrousse et Vidéo Bourse. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Alors. Hein. Alors là, il parlait encore de la fin de la journée de trading, puisque là, en fait, David, je t'explique. En fait, chaque après-midi, j'anime des sessions de trading en direct où les gens viennent échanger leur prise de position, leur point de vue, etc. Donc là, en général, ça finit à 17h30. Donc là, j'ai laissé continuer un peu plus longtemps et donc on enchaîne avec cet événement. Alors, il devrait y avoir pas mal de monde qui vont suivre en direct cette interview, puisque j'ai annoncé sur Facebook, Twitter, etc. Et elle sera ensuite donc disponible en différé. Donc les gens me confirment sur le chat écrit que c'est OK au niveau du son de David. Merci Joshua, merci Anonymous. On va donc pouvoir commencer. Alors David, je ne sais pas si tu veux partager ton écran ou activer ta webcam ou tu veux rester comme ça. Non, bien sûr, je vais partager mon écran avec tout le monde, évidemment. Enfin, D'accord. donc avec toi. Oui, donc c'est ça. Alors, c'est parti. Partager l'écran. Démarrer. Ok, c'est en train de charger. C'est OK, j'ai ton écran, donc tout roule a priori. On va D'accord. pouvoir commencer. Alors, je sais pas David si tu avais préparé un plan précis ou si tu veux que je mène l'interview. Comme tu le désires. D'abord, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est important. Tout à fait. Ok. J'attends la confirmation sur le chat écrit. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez confirmer que l'image de David est correcte. Et on va pouvoir commencer l'interview. A priori, c'est bon. Ok, tout est ok, donc c'est bon David. Ok, très bien. Écoute, plus généralement, je commence par commenter ce que je vois sur les principaux indices européens. Et ensuite, donc ce que je discute sur les principaux indices européens, c'est plutôt à moyen terme. En général, l'investissement sur les actions, c'est plutôt, c'est pas pour, on n'achète pas un titre maintenant, ou ce matin pour le revendre quelques heures après. Ensuite, je discute un peu de ce qui se passe sur le marché des changes et enfin, j'intègre aussi la compréhension des principales matières premières. Donc, à toi de voir si tu veux. Je commence comme d'habitude ou tu as des questions sur lesquelles tu souhaites insister dès à présent? Alors, ce qui peut être intéressant, je pense, c'est de commencer par présenter ton parcours sur les marchés financiers, puisque ce qui peut être un peu compliqué avec Internet, je pense, pour beaucoup de personnes qui s'intéressent au trading, que ce soit des débutants, des personnes plus confirmées, etc., c'est de hiérarchiser la qualité de l'information. Moi, il me semble utile de rappeler dans ton parcours, donc toi, tu avais fait Sciences Po, David, c'est ça, dans un premier temps. Ensuite, tu as été stratège à la City, je crois. Est-ce que tu voudrais revenir dans un premier temps sur ce parcours? Oui, bien que je sois plus si jeune que ça, donc parler de ce que j'ai fait dans mes études, c'est ça, je crois pas que ce soit ultra pertinent, mais effectivement, je suis diplômé de Sciences Po Paris et de l'Université de Paris Dauphine, et j'ai des certifications internationales dans le domaine de l'analyse technique, et j'enseigne aussi la finance comportementale à des masters de finance, l'analyse technique, et je préside donc AgWave 360, qui est un logiciel d'aide à la décision financière, basé sur une méthodologie précise dont j'imagine on aura l'occasion de revenir au cours du webinaire. J'ai commencé en fait en tant que stratège sur les taux d'intérêt, donc fondamental. Et puis un peu plus tard dans ma carrière, entre guillemets, puisque ça fait maintenant un petit bout de temps que j'ai commencé, je me suis intéressé à la problématique psychologique dans le processus de formation des prix à travers deux grilles de lecture. L'une est effectivement l'analyse technique et l'autre est la finance comportementale,
qui, j'avoue, se complètent assez bien quand on cherche à comprendre la problématique psychologique liée au marché financier. Et ma dernière expérience était effectivement à Londres, dans une société de brokerage, donc de courtage, à destination des institutionnels, hein, pas d'un public de particuliers. Donc j'avais affaire à des traders professionnels, des hedge funds et des asset managers, et je leur recommandais des stratégies sur les marchés actions. Et puis en 2007-2008, fort d'une expérience assez intéressante déjà, à la fois sur la partie fondamentale et technique et sur différentes classes d'actifs, j'ai décidé de rentrer à Paris et de prolonger par moi-même, et puis finalement un peu plus tard créer avec un brillant partenaire qui s'appelle Thomas Van Der Vist iWave 360. Voilà en gros ce qui résume, pour résumer en quelques mots, mon parcours de 15 ans. Très bien, merci David. Donc maintenant, iWave 360, c'est ton projet majeur, comme tu l'as dit, depuis 2007-2008, donc ça commence à faire 6-7 ans maintenant. Alors déjà, de base, ton idée par rapport à iWave 360, est-ce que c'était de, on va dire, rendre accessible de manière plus concise, de manière plus optimale, une stratégie précise sur laquelle tu avais travaillé quand tu avais ton expérience professionnelle à la City? Est-ce qu'il y a une approche en particulier qui est étudiée? Est-ce que c'est ouvert à plusieurs types de stratégies? Quelle a été ta motivation première par rapport au développement de ce projet? La motivation première, en fait, ça a été d'implémenter dans un logiciel d'analyse technique une approche de type professionnel qui permet à tout un chacun de visualiser le mouvement des flux donc de portefeuille, et ce qui permettrait donc à tout un chacun en fait de s'investir dans le sillage des investisseurs professionnels et donc d'augmenter sa probabilité de succès. Comme je l'ai dit, moi je viens de la sphère professionnelle, et aucun professionnel ne s'investit sur un marché simplement parce qu'il y a le MACD qui diverge ou parce que le stochastique est suracheté ou ce genre de choses. Ils investissent parce qu'ils prennent part dans un mouvement global et parfois qui est dû à la rumeur ou à des approches fondamentales, enfin peu importe. Mais un investisseur s'investit pour prendre part généralement dans un mouvement de fond. Et lorsque j'étais à la City, j'ai jamais pu utiliser un logiciel qui me permettait de visualiser ce mouvement de fond dans un logiciel. Il fallait que je fasse que j'agrège des informations, et c'était extrêmement compliqué de pouvoir visualiser un mouvement de flux entre différentes classes d'actifs que sont justement les marchés d'actions, les marchés de taux d'intérêt, les marchés de change et les marchés de matières premières, et de voir donc les mouvements de flux et les différentes imbrications et les corrélations entre ces différentes classes d'actifs dans quelques outils et en quelques clics. C'est quelque chose auquel je n'avais pas accès, et l'idée, donc quand j'ai rencontré mon partenaire, donc Van Der Vist, a été d'implémenter toute une structure, une technologie qui permet de visualiser justement des mouvements de fond, et donc d'accéder à des idées de trading qui sont nécessairement plus robustes. Donc c'est ça qui transpire dans le logiciel iWave 360, en plus de tous les logiciels, je dirais, classiques. Et donc il y a une approche qui est une approche top-down, donc pour le marché action, donc on pourra peut-être parler après, je ne sais pas, et une approche, des outils qui permettent de déterminer une autre méthodologie qui est de l'ordre professionnel et qu'on utilise parfois chez certains hedge funds, qui est l'approche dite global macro, qui cristallise la possibilité à nouveau de voir les mouvements de flux dans différentes classes d'actifs, les mettre en lien, et parfois aussi intégrer dans cette approche global macro la problématique macroéconomique, la problématique de rotation sectorielle, mais tout ça de manière extrêmement simple, de manière extrêmement ergonomique, puisque tout un chacun n'a pas envie de se perdre dans les méandres de différentes méthodes. Donc il faut que ce soit facile d'utilisation et qu'on retrouve les informations essentielles en quelques clics. L'approche globale macro, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, au-delà de ça, c'est celle qui est utilisée par exemple Georges Soros, et qui a fait le succès justement de son fonds depuis quelques années. Donc c'est pas anodin. Mais pour moi, cette approche est complètement essentielle, et je trouve que tout un chacun devrait avoir la possibilité au sein d'un logiciel d'intégrer cette approche. D'accord, ok, c'est une présentation complète, je pense que le cadre est posé.
Euh, pour commencer, tout à l'heure, tu as parlé de plusieurs marchés possibles. Là, à l'écran, je vois notamment des indices. En haut, tu as le Nikkei, en dessous, le CAC 40. En bas à Oui. droite, tu étudies donc ces deux marchés en les comparant à tout un panel d'autres indices mondiaux. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu veux nous présenter cela dans un premier temps et peut-être après partir sur les différents points que tu as évoqués dans cette Ouais. présentation? D'accord. Alors ça, en fait, le logiciel se présente donc le logiciel AEO 360 se présente de la manière suivante. Il y a trois onglets en haut, un onglet graphique dans lequel on peut utiliser différents types de graphiques. Je ne parle pas simplement de formes de graphiques entre les candlesticks, les bar charts, etc., mais différents types de graphiques, mais on verra ça tout à l'heure. Il y a un second onglet qui est un onglet outils, dont on verra certains détails tout à l'heure aussi. Et finalement, euh, utiliser le logiciel selon certaines de ses préférences, mais ça c'est moins important pour ce que l'on va dire à présent. Donc ça c'est quand j'ouvre mon logiciel le matin, c'est la première chose que je regarde, c'est cet onglet ici, sachant qu'en bas il y a différents onglets ici, donc différents espaces de travail que l'on peut utiliser, qu'on peut multiplier, au contraire en retirer. Donc le premier espace de travail que j'utilise, en tout cas le matin, c'est celui qui consiste à visualiser ce qui se passe sur les différents indices mondiaux. Et donc effectivement, je suis le Nikkei d'assez près. Pourquoi? Parce que le Nikkei assez central, et notamment compte tenu de la corrélation entre cet indice et la devise yen, le yen. Donc souvent, en tout cas au cours de l'année dernière, en 2013, il y a une corrélation négative entre les mouvements du Nikkei et les mouvements du yen. Et c'eût été très dommage de ne pas regarder le Nikkei. On aurait perdu une capacité à visualiser des mouvements intéressants sur le yen si l'on n'avait pas observé ce qui se passait sur le Nikkei. Donc effectivement, le Nikkei m'intéresse. Un autre indice que je regarde de très près, c'est évidemment l'Eurostoxx 50, donc l'indice des principales valeurs européennes. À cela, pour les auditeurs, je considère qu'il faut davantage regarder ce qui se passe. Enfin, plus on regarde en gros, et plus on comprend l'information qui est distillée de manière fine ou microscopique. Donc l'Eurostoxx 50, pour moi, a plus d'intérêt, en tout cas en amont à regarder, que les sous-ensembles, chacun des indices qui composent l'Eurostoxx 50. Donc l'Eurostoxx 50, je regarde de très près. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'il vient de réaliser un nouveau sommet, ce qui est un signal très important pour les indices européens. Et ensuite, effectivement, il convient de regarder ce qui se passe dans parmi les différents indices européens. L'un des indices phares européens, depuis le bull market de 2009, c'est le DAX. Alors à nouveau, en tant qu'investisseur français, je dis ça aussi pour ceux qui nous écoutent, c'eût été très dommage de ne pas s'intéresser au DAX et aux différentes valeurs qui composent l'indice allemand, puisque c'est l'indice le plus performant parmi l'ensemble des indices européens et qui a aussi un niveau de performance quasi identique à celui des indices américains. Donc on sait qu'outre-Atlantique, le marché américain est très porteur, mais on a aussi donc en zone euro et donc en devise euro, un indice qui est extrêmement porteur, qui n'est autre que le DAX. Et je dirais, j'aime pas trop dire il suffit d'eux parce que c'est trop facile a posteriori, mais il eût mieux valu s'intéresser aux grosses pondérations, aux grosses valeurs du DAX que celles du CAC 40 au cours des dernières années. On va voir tout à l'heure comment on peut visualiser ce genre de choses. Ensuite, effectivement, on peut regarder le CAC 40. Bon, le CAC 40 qui est beaucoup plus à la traîne, comme vous pouvez l'observer. Vous verrez d'ailleurs que sur mes graphiques figure très peu ou pas d'indicateurs mathématiques. Je vois pas l'intérêt d'utiliser un tas d'indicateurs mathématiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y en a, et plus on se perd dans l'information. En gros, trop d'informations tue l'information. Et l'information essentielle se situe dans les graphiques plus que tout autre ailleurs, à savoir notamment dans les indicateurs mathématiques. Mais je conçois parfaitement que pour certains, on se sente plus rassuré d'utiliser certains indicateurs mathématiques, mais ce qu'il faut savoir, et me concernant, j'en utilise pas ou peu ou pas du tout. Voilà. Donc le CAC 40 est à la traîne. L'indice italien lui a donné des signes de force depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année 2013 en fait. C'était intéressant d'observer ce qui se passait à la fois sur le FTSE MIB, donc l'indice italien, et l'IBEX 35, l'indice espagnol, au même titre que le PSI 20. Pourquoi? Ce sont des indices dits périphériques et qui ont été de nature, il y a encore pas si longtemps de ça, à provoquer, je parle de ces zones, donc de ces pays, à provoquer des sueurs froides sur les marchés financiers, notamment en zone euro. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours essayer de capter le catalyste
ce qui attire le catalyste des marchés financiers, ce qui attire l'attention des investisseurs institutionnels. Vraiment, c'est ça le thème central que l'on propose ici dans iWealth 360. Quand on sait qu'il y a quelques années, enfin non, il y a quelques mois, enfin il n'y a pas très longtemps encore, il y a eu beaucoup de peur sur le Portugal ou sur l'Espagne ou sur l'Italie, mais il faut absolument regarder de très près ce qui se passe sur ces indices-là, puisque c'est de nature à modifier ce qui se passe, y compris sur le DAX et le CAC 40. Donc si on est investisseur français ou allemand, eh bien, quand il y a un catalyste, il y a un mouvement de peur sur d'autres indices, il faut absolument aller regarder ce qui se passe dans ces indices parce que ça sera eux qui, à certains moments, déclencheront la reprise comme éventuellement le mouvement correctif majeur. Voilà. En tout cas, ce que vous pouvez observer à la fois sur le PSI 20, donc l'indice portugais, c'est qu'il se porte très très bien depuis le second semestre 2013. L'IBEX, c'est pareil. Le FTSE MIB, donc l'indice italien, c'est aussi très intéressant depuis le second trimestre de l'année. Et eh bien, forcément, pour le CAC, ça va pas trop mal du coup, et le DAX aussi. Et donc, dans l'ensemble, c'est ce qui permet, une fois qu'on a regardé ce qui se passait en haut, c'est-à-dire dans l'Eurostoxx 50 comme dans les indices de référence, on comprend pourquoi l'Eurostoxx 50 progresse. Voilà. Mais l'information vient d'en haut et d'en bas. En fait, il faut regarder ce qui se passe à la base et revenir en haut et éventuellement recouper ces informations. En tout cas, ce que l'on peut, et pour conclure sur la partie indicielle, on peut clairement dire, compte tenu de ce qu'on en observe, et sans le moindre indicateur mathématique quoi que ce soit, le marché réalise de nouveaux sommets plus hauts que les précédents et des creux plus hauts que les précédents sur l'ensemble des indices européens, et on va dire que dans un monde où il y a peu de perception du risque. Donc, tant qu'on est dans un monde où il y a peu de perception du risque, eh bien, il faut s'intéresser à des stratégies acheteuses. Une autre manière de dire cela, et ce qu'on observe beaucoup chez iWealth 360 et dans notre équipe, c'est le niveau de la volatilité implicite. Donc, le niveau de la volatilité implicite, qui est une mesure de la perception du risque des investisseurs institutionnels. Et vous voyez que cette mesure ici, eh bien, se situe sur des niveaux extrêmement bas depuis l'ensemble de l'année 2013, à la fois sur le CAC 40 et sur l'indice DAX 30. On est à chaque fois sous des niveaux de 20%. Et donc, puisque depuis 2013, à la fois sur le CAC 40 et sur le DAX 30, la volatilité implicite est extrêmement basse, donc la perception du risque est extrêmement faible, et ça signifie que à moyen terme, la seule chose qu'on puisse faire, c'est tenter d'initier des stratégies longues, acheteuses d'actions. Voilà, donc ça c'est une grille de lecture ici, parce que tant que le CAC 40, la volatilité implicite du CAC 40 se situe sous les 20%, la seule chose que l'on doit faire, et compte tenu de ce que perçoivent les investisseurs institutionnels, à nouveau, on cherche à travers cette courbe à comprendre leur comportement, la seule chose que l'on puisse faire, c'est être long de titres d'actions à moyen terme, et de temps en temps, effectivement, là, quand il y a ici des petits pics, ici, des petites accélérations, eh bien, c'est se couvrir partiellement son portefeuille à court terme, donc sur une fréquence horaire, en achetant par exemple un tracker Bear BX4 ou en soldant une partie de ses positions longues. Quoi qu'il en soit, la volatilité implicite du CAC 40 est sur des niveaux extrêmement faibles, donc il faut se positionner à moyen terme long d'action, et sur de courts mouvements correctifs, eh bien, initier des stratégies short court terme, ou bien immuniser une partie de son portefeuille en achetant des trackers BX4. Mais voilà, là on a la grille de lecture à travers, qu'il faudrait avoir sur les actions à travers la lecture de quelques courbes. Pour enfoncer un peu le clou, je vais vous montrer un autre graphique que j'affectionne particulièrement et qui permet de synthétiser tout ce qu'on vient de dire, et donc qui est présent dans iWealth 360. C'est un graphique qui permet de mesurer l'évolution relative, par exemple ici, des différents indices européens. Donc en rouge, vous pouvez observer l'indice allemand, en vert l'indice français, donc le CAC 40, etc. Et le tout comparé à l'Eurostoxx 50. C'est ce qui permet de mesurer l'évolution relative de ces différents indices par rapport à un indice de référence, donc l'indice pan-européen, et ce qui donne à nouveau une grille de lecture très claire. Quelle est-elle? Alors je vais isoler par exemple l'indice DAX, et ce que vous pouvez observer, c'est que donc depuis ici, on peut modifier la molette, depuis le début de l'année, donc 2013, l'indice DAX a une forte capacité à surperformer l'Eurostoxx 50, puisqu'il évolue au-dessus de 100, et qu'il est là sur le dernier mouvement en tendance haussière, même s'il faiblit ici sur le
le dernier temps. Donc l'indice DAX allemand a une forte capacité, et donc les actions qui le composent, a capacité à surperformer l'indice de référence, donc l'Eurostoxx 50, alors que ici, le CAC 40, eh bien c'est le contraire. Vous voyez, il y a carrément un mouvement de la corrélation entre août et octobre, de ces deux courbes. On passe à un mouvement de décorrélation. Qu'est-ce que ça signifie? À partir d'octobre-novembre, le DAX 30 a une capacité à surperformer l'indice de référence, alors que l'indice français, donc ses composants, mais ça on réfléchit de manière globale, ça ne veut pas dire qu'il y a certains titres qui sont très très intéressants dans le CAC 40 et dans le SBF 120, mais de manière globale, le CAC 40 sous-performe l'indice de référence. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que quand les marchés progressent, quand l'Eurostoxx est dans une phase ascendante, eh bien il faudra faire les courses du côté outre-Rhin, en fait, acheter des titres allemands. Et quand le marché baisse ou est sur une phase de correction, il faudra tenter de shorter ou de vendre des titres à court terme. Je rappelle, puisque là on est dans des mouvements haussiers de long terme, il faudra tenter de shorter des titres qui appartiennent à la zone géographique France. Donc, ce graphique permet de synthétiser les différentes informations et en fait réfléchir en termes d'allocation géographique. Où est-ce que je dois me placer quand les marchés montent ou baissent? En revanche, si vous observez ici l'indice FTSE 600 anglais, vous verrez qu'il est dans une situation de tendance latérale. Voilà, je l'isole ici. Il a été fortement sous-performant au troisième trimestre de l'année dernière. Et à partir d'octobre, finalement, il n'est ni surperformant ni sous-performant. Donc j'aurais tendance à ne pas trop regarder nécessairement ce qui se passe dans l'indice FTSE 600. Ensuite, le FTSE MIB, donc l'indice italien, on a vu qu'il y avait un fort mouvement de reprise. Donc vous voyez que cette capacité à surperformer ou sous-performer a été très erratique au cours de l'année 2013, évidemment. Il y a eu cette année un rebondissement pour certains pays, notamment italiens. Pour l'IBEX aussi, l'IBEX 35, voilà, que vous pouvez observer ici. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une forte corrélation en termes de surperformance et sous-performance de ces deux indices, puisqu'ils sont en fait pensés par le marché, en fait ils sont associés par le marché. Ce qui se passe en Italie et en Espagne est quasi identique, comme si à chaque fois qu'il y a un mouvement correctif, en fait il y a un mouvement de contagion. Donc s'il y a une mauvaise, par exemple, nouvelle en Italie sur la dette, on va tendance à penser que l'Espagne peut-être sera le prochain sur le domino. Et c'est quelque chose qu'on voit clairement, en fait, qui est dans l'esprit à nouveau des investisseurs institutionnels. Ces courbes sont très corrélées en termes de surperformance, sous-performance. Ce qui se passe en Espagne est associé à ce qui se passe en Italie et inversement. Vous voyez, et donc ces courbes permettent à nouveau de visualiser ce qui se passe dans l'esprit des investisseurs institutionnels et la manière dont ils allouent leur portefeuille. Clairement, ils surperforment, ils mettent beaucoup d'argent sur l'Allemagne et un peu moins sur la zone France. Et puis il y a des zones plus erratiques comme l'Espagne et l'Italie et aussi le Portugal. Donc si on est à la recherche de mouvements plus volatiles et qu'on a une préférence pour le risque, on peut aller aussi regarder dans des zones, c'est pas des zones au sens péjoratif du terme, je parle de zones géographiques effectivement, mais dans ces pays Espagne, Portugal et Italie pour aller chercher de la volatilité et donc une espérance de gain plus éloignée, mais attention, à une espérance de gain plus éloignée correspond aussi à un risque plus important. Donc voilà ce qu'on peut faire en termes de visualisation de flux financiers, et notamment sur la partie bourse dans le logiciel iWealth 360. Et à cela ensuite, il faut-il s'intéresser encore à ce qu'on appelle, donc là je rentre dans mon second espace de travail, au phénomène de rotation sectorielle. Ici justement, alors je vais passer à un niveau d'analyse plus fin. Donc je suis parti des principaux indices européens, des indices boursiers européens. Et maintenant, donc c'est l'analyse top-down, je descends à un niveau plus bas et je m'intéresse à ce qui se passe en termes de problématiques sectorielles. Et ici, vous pouvez visualiser les différents secteurs, donc le secteur auto en rouge, le secteur banque en vert, le secteur basic resources, ressources de base en violet, le secteur chimie en orange, etc. Et donc ici, tous ces secteurs, donc ces indices sectoriels sont comparés à un indice de référence qui est l'Eurostoxx 50, donc l'indice pan-européen, ce qui permet à nouveau de comprendre la manière dont allouent leur portefeuille. C'est toujours ces investisseurs institutionnels. Voilà. Alors, c'est-à-dire, une chose là, quand tu dis le produit de référence,
Donc en fait, il est représenté par la ligne noire au milieu, c'est-à-dire quand les courbes passent en dessous, c'est-à-dire qu'elles sous-performent l'indice de référence, quand elles passent au-dessus, elles le surperforment. Là, je précise pour les personnes qui, par exemple, des débutants ou des choses comme ça, peut-être que certaines personnes, c'est utile de l'éclaircir. Alors tu me corriges hein, si c'est pas ça, David. Et autrement, quand tu parles des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire quand tu sais que c'est uniquement les institutionnels qui font ça, c'est pas l'ensemble du marché là que tu compares, c'est uniquement un certain type d'investisseurs ou c'est toi qui en déduis que les institutionnels se comportent de cette manière? En fait, pour avoir, à nouveau, pour venir de la sphère moi-même institutionnelle et professionnelle, je sais, ou on peut savoir pertinemment, à nouveau, pas besoin d'être surdiplômé pour le comprendre, mais si toi, Fabien, moi-même et tout ton auditoire, nous représentons par exemple 500 millions d'euros ou de dollars en termes de puissance d'investissement, voilà, on a un fonds et même qui fait 1 milliard, eh bien, ça sera toujours pas grand-chose en termes de pouvoir sur le marché. D'accord. Donc, imaginons qu'on soit un ensemble d'individus, voilà, on est très riches, on pèse 500 millions, 1 milliard. Eh bien, ce n'est pas nous, en cliquant sur un bouton, en achetant, en vendant, qui feront le marché. Ce qui fait le marché, ce sont des investisseurs institutionnels, des investisseurs professionnels qui ont une puissance de feu très importante. Par exemple, pour être clair, si on prend les gros institutionnels français, par exemple Natixis Asset Management ou SGAM, ou pardon, Amundi maintenant, ou ce genre de choses, ils pèsent chacun plusieurs centaines de milliards de dollars ou d'euros. Voilà, peu importe, on va dire que c'est des euros. D'accord. Donc si on prend AXA Investment Manager, Natixis Asset Management, SGAM, Amundi, etc. Il y en a pour plusieurs centaines et centaines de milliards d'euros en termes d'assets sous gestion, en termes d'actifs sous gestion. Donc il est clair que ce sont eux qui font le marché. Alors quand je dis investisseur institutionnel, je parle d'eux. Quand je dis investisseur professionnel, je parle d'eux. Et donc notre job à travers la Web 360, c'est de permettre à tout un chacun de visualiser ce qu'ils font. Et quand ces courbes progressent ou alors régressent, on est en train de visualiser ce que fait le marché, à savoir l'addition de tous ces investisseurs individuels qui se reflètent quand ils agissent et qu'ils achètent ou qu'ils vendent dans ces courbes. Le prix représente leur action en fait. C'est plus un sentiment, c'est leur action réelle. Leur action en termes d'achat et de vente. D'accord ? Donc quand une courbe progresse, je considère qu'il y a des gros investisseurs institutionnels ou professionnels ou le marché, ce que tu appelles le marché, qui est en train d'acheter si la courbe progresse ou de vendre si la courbe diminue. Mais comme ici on réfléchit en termes de force relative ou de surperformance ou de sous-performance, je vois clairement que là, sur le secteur auto, sur le dernier temps, ils sont en train d'allouer plus de capitaux et qu'au contraire, je vais en prendre par exemple une autre qui est beaucoup moins sexy ici, c'est le secteur donc de l'alimentation et de la boisson, qui est la courbe noire ici représentée. Eh bien depuis pas mal de temps et depuis plus de la moitié de l'année dernière, en visualisant cette courbe, donc la courbe noire que je vais isoler, qui est donc l'évolution relative du secteur boisson et nourriture par rapport à l'Eurostoxx 50, je sais qu'ici, il y a un mouvement de retrait ou de désintérêt des investisseurs ou du marché, appelons ça comme tu veux, par rapport à ce secteur de la nourriture et de la boisson. Voilà. Donc je le visualise là clairement. Et ceci se fait au détriment, par exemple, d'autres secteurs qui, eux, sont plus performants. Par exemple, le secteur assurance ici. Je vois clairement, ici, sur cette courbe, que des investisseurs, ou le marché à nouveau, on appelle ça comme on veut, sont en train d'allouer plus de leur portefeuille sur le secteur assurance et peut-être, ou très probablement en tout cas, en retirer du secteur de la nourriture et de la boisson. D'accord ? Donc ça me permet de réfléchir en termes de ce qu'on appelle rotation sectorielle, ou on approche top-down. Je vois clairement qu'ils allouent plus de leurs capitaux sur certains secteurs et au contraire qu'ils en retirent sur d'autres. Et j'ai besoin de savoir ça, moi. Pourquoi ? Parce que je sais que si je me place dans le sillage de ces mêmes investisseurs, en observant ces comportements sur ces différentes courbes, j'augmente ma probabilité de succès. Plutôt que d'investir parce que j'aime bien tel ou tel titre et j'ai l'habitude de regarder le titre Renault, Alcatel ou je ne sais quoi, eh bien je vais m'intéresser à ce que eux, au même titre que eux, qui attirent leur intérêt et qui donc suscitent soit des achats,
soit des ventes. Voilà. Donc en gros, quand je vois ça, c'est rien que ces deux courbes déjà, j'ai envie de me dire que si j'ai envie d'être long d'action, je vais acheter des titres qui appartiennent au secteur de l'assurance, et peut-être le secteur de l'assurance, mais en plus à des titres allemands, puisque le DAX allemand surperforme. Et quand le marché baisse, d'accord, ou bien j'ai envie de couvrir une partie de mon portefeuille, ou alors me mettre short à court terme, puisque le marché, je rappelle, est structurellement à la hausse, eh bien j'ai envie de vendre des titres qui appartiennent au secteur de la nourriture et de la boisson. Et éventuellement, à ce secteur-là, mais aussi à l'indice français, qui est sous-performant par rapport à l'indice allemand. Et donc, ça me permet d'augmenter à la fois ma probabilité de succès et aussi mon ratio rendement en risque. Ok. Ça répond à ta question ? Tout à fait, oui, oui. Donc voilà, je poursuis sur la problématique donc du secteur. Donc là, j'en étais au secteur auto. Donc vous voyez que cette courbe, en fait, ces courbes s'analysent de manière tout à fait classique. C'est-à-dire qu'on peut y associer des niveaux de support et de résistance. On peut y associer aussi, bien évidemment, des indicateurs mathématiques. Je peux y associer des annotations, des cercles, des retracements, des pourcentages ici sur la partie gauche. Je peux les isoler ici. D'accord ? Parce que lorsque je les affiche tout ensemble, eh bien forcément, le degré de lecture s'amoindrit. En tout cas, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a deux secteurs qui sont très sous-performants, rien que sur ce graphique ici. C'est évidemment l'automobile. Vous voyez, depuis une bonne partie de l'année 2013 qui est surperformant et qui là, sur la dernière partie, donc je l'isole à nouveau, donne de nouveaux signaux de force. Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie quand cette courbe se met à progresser à nouveau? Ça signifie que les investisseurs professionnels ou le marché allouent davantage de capitaux sur ce secteur auto, puisqu'il se met à nouveau à surperformer. Je dis à nouveau puisqu'il y a une zone d'évolution latérale. Il se met à nouveau à surperformer l'Eurostoxx 50. Et à ce sujet, donc ensuite, une fois que je sais que le secteur auto est plus intéressant, donc je vais ouvrir un autre graphique, qui est un autre type de graphique, qui est un graphique de performance, dans lequel je vais comparer l'ensemble des titres européens qui appartiennent au secteur auto. Et là, vous voyez, à nouveau, donc je suis parti de l'ensemble des indices européens, des indices boursiers européens. Ensuite, j'applique une réflexion en termes de secteurs. Je sais quels sont les secteurs forts et les secteurs qui sont faibles. Et dans un troisième temps, j'explose chacun des secteurs en sous-composant, donc les titres des différents secteurs. Donc ici, vous pouvez visualiser en rouge Daimler, en vert BMW, en noir Volkswagen, etc. Et vous voyez que depuis 2013, il y a une courbe qui est très clairement surperformante par rapport à toutes les autres. C'est le titre Continental, qui donc est le pneumatique allemand. Donc à la fois, c'est un titre qui appartient à un secteur fort, mais en plus à une zone géographique qui est forte puisqu'il s'agit du DAX. D'accord ? Donc c'est un titre sur lequel on est long depuis pas mal de temps, justement parce qu'on a repéré que ce titre appartenait à un secteur fort qui lui-même, et ce titre aussi non seulement appartient à un secteur fort, mais en plus à une zone géographique qui surperforme toutes les autres au niveau européen. Et vous pouvez voir que ce titre, il a eu pas mal de points d'entrée tout au long de l'année dernière. Et qu'il a fortement progressé puisque si on regarde depuis juillet ici, il a pris à peu près depuis juillet ici quasiment 60%. Voilà. Vous voyez qu'en juillet, je parle de juillet en fait parce qu'en juillet il y avait un nouveau point d'entrée. Et si on avait utilisé cette stratégie top-down dans le cadre d'un investissement moyen terme, simplement en visualisant, j'aime pas trop dire simplement, il n'y a rien de simple évidemment, mais en visualisant ces différents graphiques qu'on propose et différents outils, on aurait été amené à réfléchir au titre continental sur lequel on aurait pu initier par exemple une position longue compte tenu d'un breakout et se mettre en pilotage automatique et laisser couler cette position tant qu'elle a quelque chose à donner. En tout cas, vous voyez que ce titre forme de nouveaux sommets et donc c'est un titre que l'on peut conserver et qu'on aurait dû mettre en portefeuille depuis pas mal de temps. D'accord. Voilà, ça c'est pour le titre continental auquel on s'intéresse depuis pas mal de temps parce que à long terme, voilà, il glisse vers le haut sans donner de signes de faiblesse. Et par ailleurs, il surperforme, son secteur surperforme l'Eurostoxx 50 et il appartient à une zone qui est extrêmement intéressante, donc l'Allemagne. Il y a un autre titre qu'on avait sélectionné récemment. Alors juste David, si je peux te demander un truc, c'est donc là déjà avec cette première vision, on voit une des forces majeures
de la plateforme et une des grilles de lecture qui est proposée par cette dernière, donc qui est l'analyse des tendances de fond donc le zoom jusqu'au secteur puis à une valeur précise, tout en, comme tu l'as dit, en cherchant les valeurs optimales si on cherche à se couvrir ou alors si on cherche au contraire à investir au premier degré son capital. Quand tu dis on a sélectionné ça, est-ce que derrière il y a aussi du conseil qui est fourni, c'est-à-dire des analyses que les personnes comme toi, et tu as parlé de Thomas, je crois tout à l'heure, qui travaillent sur la plateforme fournissent? Est-ce qu'il y a un portefeuille témoin, des choses comme ça? Voilà. Alors, il y a ici, en fait, la possibilité de nous suivre sur Twitter, ici. Et sur Twitter, voilà, mais là, en même temps, je le montre. Hein, on peut nous suivre sur Twitter. Alors, sur le compte Twitter, on met en avant un petit peu ce qu'on a à l'esprit sur les marchés financiers. Donc, il y a ce matin, on parlait par exemple du titre AkzoNobel, qui fait partie d'un secteur aussi assez performant. Et donc, on donne un peu de couleur à travers nos comptes Twitter et nos réseaux sociaux sur un peu ce qu'on a à l'esprit sur les marchés financiers. Et ce qui permet aussi de faire le lien entre notre logiciel et la manière dont on utilise ce logiciel, et en fait quel est l'intérêt en fait d'utiliser iWave plus qu'un autre logiciel. Et donc en suivant notre compte Twitter, on peut facilement comprendre ce qu'on a à l'esprit et on met en avant non pas certaines stratégies mais plus une approche en termes tendanciels. Mais il est vrai que sous peu notre équipe va proposer un produit de conseil qui évidemment sera fait à partir de logiciel iWave 360, puisque nous, ce qu'on pense, c'est que notre logiciel a un degré de performance supérieur à la moyenne et qui permet de décliner des stratégies qui possèdent un degré de probabilité de succès plus important. Et donc nous allons sous peu proposer un produit de trading, à la fois sur le forex et les actions. Et finalement qu'on pourra utiliser soit en étant client d'iWave, soit en étant iWave donc du logiciel ou même sans être client du logiciel, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a les ressources en interne au sein de notre équipe pour produire soit des contenus comme vous le voyez sur le compte Twitter, soit du conseil de trading en fait sur les actions et le change. D'accord, très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre équipe est vraiment dans l'emprise des marchés financiers. Pour la plupart, on est vraiment, on utilise le logiciel tous les jours pour nous-mêmes évidemment. Et ce qui est très important de retenir à l'esprit pour les gens qui nous écoutent, c'est que nous sommes les premiers utilisateurs de logiciels à des fins soit d'analyse des marchés, soit de trading. Voilà. On n'est pas là simplement pour ajouter un nouveau produit, un nouveau concept qui peut paraître intéressant. On est là parce qu'on est dans l'emprise des marchés. On est dans l'emprise des marchés avec le logiciel iWave 360. Voilà. D'accord. Alors justement, je voulais dire, récemment, il y a un autre titre qui a attiré notre attention. Et là, c'est issu à nouveau d'une approche de type top-down. Vous voyez ici, le secteur banque a fortement évolué de manière positive ces années de temps. Cette courbe, la courbe que vous observez, c'est à nouveau la courbe du secteur banque qui est calculée relativement à l'évolution de l'Eurostoxx 50. Et vous voyez que là, elle a formé en fin d'année et en tout début d'année un nouveau sommet. Je pourrais vous la montrer aussi, cette courbe qui se situe ici, voilà. Parce que ça, c'est l'évolution de la force relative du secteur banque, mais on peut aussi regarder le secteur banque lui-même. Et vous pouvez voir clairement ici, que ce secteur banque s'est extrait d'une zone de range, il y a peu, voilà, que je vous ai matérialisé par ce rectangle-là, et que ce jour-là ici, à savoir le 7 janvier, il y a eu à la fois la réalisation d'un nouveau sommet sur le secteur banque, ce qui est très 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 important, un sommet qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps, voilà, en gros depuis 2011, d'accord, et par ailleurs on observe que ce nouveau sommet donne lieu à une nouvelle phase de surperformance du secteur banque. Donc une nouvelle fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la regarder dans un degré inférieur de compréhension des mouvements,
Et ici, je vois qu'il y a un titre, enfin je vois, on sait, puisqu'on on regarde ça tous les jours chez iWeb 360, mais on sait qu'il y a un titre qui est fortement surperformant, qui n'est autre que le titre KBC Group, ici, en violet. Donc je peux l'isoler, mais en gros ici là, on voit à la fois BNP, Deutsche Bank, Société Générale, Crédit Agricole, Commerzbank et KBC selon différents codes couleurs. Et là, on sait que le secteur banque donc donne un nouveau signal de force, qu'il surperforme l'Eurostock 50. Et je sais que dans ce secteur banque, il y a un titre qui fait mieux depuis 2013 que l'ensemble des autres titres quasiment. C'est le titre KBC. Donc le 7 janvier, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon titre KBC ici, voilà, et je vois ici une opportunité claire d'entrer en position. Ici sur le nouveau sommet, vous voyez, à nouveau c'est très épuré, il n'y a pas d'indicateur, j'en vois pas trop l'utilité. Alors le timing pour ceux qui nous écoutent pourrait être la réalisation d'un nouveau sommet ici à l'ouverture qui est confirmée. Voilà, donc rentrer sur des niveaux de 42,50 par exemple si on rentre au cours de journée. Et puis laisser couler la position tant qu'elle progresse. Bon là il y a un petit mouvement correctif, c'est ce qui paraît assez sain. Mais être rentré à 40, donc comme nous en fait à 42,50 et alors que le titre est maintenant à 45,70. Bah pour l'instant donc on laisse couler, on est content de cette position, on verra bien ce qui se passe dans les prochains jours. Mais voilà comment on applique l'approche top-down donc sur les marchés actions et comment en fait cette approche nous est facilitée avec quelques outils qui nous permettent de visualiser l'évolution des flux financiers sur les marchés d'actions. Voilà. Donc après, je pourrais continuer sur l'ensemble des différents secteurs, mais maintenant pour un peu basculer sur le forex, puisque sur le forex on n'est pas en reste en fait en termes de méthodologie. Donc je vais vous montrer ce graphique de performance dans lequel on a mesuré en fait l'évolution relative de différentes paires de devises. Donc ici vous pouvez observer l'euro qui est un panier ou une somme pondérée de l'euro contre les principales devises, d'accord, donc l'AUD, le CAD, le franc suisse, le yen, etc. Donc on a cette même approche donc cette fois-ci intramarché sur la partie devise et donc dans lequel plutôt que de se représenter une trentaine de graphiques et essayer d'acheter l'euro-dollar parce qu'on aime bien ou le franc suisse contre le dollar ou le yen dollar parce que c'est des devises forcément qui sont très traitées, etc. Et bien là, on a à nouveau isolé chacune des devises pour permettre de déterminer à nouveau quoi? Eh bien ce que font les investisseurs institutionnels sur ces différentes devises. Par exemple, ici, vous pouvez observer très clairement, je vais l'isoler. Vous voyez ici que sur le NZD, il y a une figure de retournement, très clairement, qui est conditionnée par la rupture de ce niveau-là, ici, qui n'a pas d'intérêt, ce niveau à 101,90 n'a pas d'intérêt, puisque en termes de réflexion, puisque c'est pas un niveau de prix, c'est la valeur du NZD contre l'ensemble des principales hautes devises. Et ce que l'on peut voir, c'est que il y a eu un mouvement de fond. Donc on est sur le graphique horaire là. Attention, je suis passé sur une fréquence horaire. Il y a un mouvement de fond haussier et qui est marqué par un coup d'arrêt qui n'est autre que la matérialisation d'un double sommet et sa validation par la rupture d'une ligne de coup qui se situerait là où vous voyez mon curseur. À partir de ce point-là, on comprend que le NZD a une capacité à corriger une partie de l'ensemble de ce mouvement haussier. Donc à nouveau, c'est le NZD contre l'ensemble des autres devises. Reste à savoir contre quoi il faut-il vendre du NZD. Donc contre de l'AUD, à votre avis, bah pas vraiment, d'accord, puisque je cherche à vendre du NZD, mais je cherche à acheter quelque chose en face. Et le NZD ici dégringole, mais tandis que l'AUD évolue latéralement. Donc j'ai envie d'acheter quelque chose qui est plutôt sensiblement, en tout cas, à la hausse. Donc le CAD lui évolue aussi un peu latéralement, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy. Je continue. Le GBP, lui, eût été intéressant, voilà. Et clairement, quand je me dis j'ai envie de vendre ici du NZD, j'aurais pu tenter de mettre en face du GBP et j'aurais donc fait quoi? J'aurais vendu du NZD à un moment où les investisseurs institutionnels justement se mettent à en vendre pour acheter une devise qui cherche à acheter. Et donc je tombe forcément sur la devise qui possède le plus de potentiel et donc la probabilité de succès la plus importante.
et c'est ça qui est important, c'est que je n'investis plus par hasard ou par affect parce que j'aime telle ou telle devise. J'investis dans le sillage des investisseurs institutionnels ou du marché pour augmenter ma probabilité de succès et mon ratio rendement-risque. Voilà comment on s'y prend. Je vais continuer par le yen. Le yen aussi eût été intéressant puisque tendanciellement, alors que le NZD dégringole, tendanciellement ici, le yen est plutôt, enfin clairement à la hausse, d'accord. Donc j'aurais aimé faire du NZD, enfin vendre du NZD pour acheter du yen, clairement. Le CHF, beaucoup moins sexy. Vous voyez que dans le même temps, lui, il est stagnant, et etc. Donc je peux continuer là-dessus, mais effectivement, NZD yen, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Alors moi, je vous avoue que je regarde pas le NZD yen tous les jours, ça m'intéresse pas. Sauf que en adoptant cette grille de lecture, je suis mené ou tiré vers les paires de devises qui possèdent à nouveau le plus de potentiel, non pas parce que je les aime, mais parce que je veux me placer dans le sillage des investisseurs ou du marché pour optimiser ma capacité à réaliser des meilleures opérations de trading. Alors pour ceux maintenant qui sont pas très faciles, qui sont pas très à l'aise avec la lecture des graphiques, nous avons implémenté dans le logiciel iWave 360 un tableau qui permet de classer les devises selon leur degré de force ou de faiblesse, voilà. Et vous pouvez observer qu'à très court, donc à court terme, il y a un classement à court terme, donc du plus fort, numéroté en 3, puis 2, puis 1, puis 0, ce sont les devises qui sont plutôt neutres à court terme. Ensuite, moins 1, moins 2. Sur ce tableau, on peut visualiser qu'à court terme, le franc suisse, à nouveau contre l'ensemble des autres devises, est la devise la plus forte. Et le GBP, donc à court terme, je rappelle, fait partie des devises plutôt faiblardes. Donc il y a une partie dans la première colonne qui est une partie en termes de tendanciel, et il y a la colonne 2 et 3 sont des colonnes qui mesurent le phénomène de phase en fait dans une tendance. J'aime à le rappeler le plus souvent pour tout le monde. Quand on tombe sur n'importe quel graphique, que ce soit un graphique de performance, de force relative ou peu importe, ou un graphique de l'euro-dollar ou autre, il y a deux questions qu'on doit se poser. La première en termes de tendance, quelle est la tendance de ce graphique? Est-ce qu'elle est haussière, baissière ou neutre? Et la seconde question que je dois me poser, si la tendance est haussière ou baissière, c'est quelle est la phase dans cette tendance? Sachant qu'un marché en tendance peut avoir une évolution erratique. Il peut accélérer, décélérer ou accélérer de manière constante, d'accord? Et donc, il faut absolument tenir compte de ça dans sa lecture des graphiques. Je veux bien acheter quelque chose qui est en tendance haussière, certes, si toutefois il possède encore une capacité à accélérer. S'il est en train de décélérer, j'ai pas du tout envie de m'investir dans un marché qui est en tendance haussière. J'ai au contraire envie de commencer à me retirer de ce marché-là. Voilà, donc les colonnes ici 2 et 3 relatent de cette partie en termes de phase. Et finalement, dans la colonne 4, eh bien, on synthétise ce qui est écrit dans la colonne 1, donc ce classement, et puis la phase dans la tendance par ce qui peut s'apparenter à un conseil entre conserver, éviter ou accumuler. D'accord? Donc c'est ça. Ce tableau est fait pour synthétiser une information qui serait présente sur le graphique, mais qu'on ne voit pas nécessairement au premier abord. Et en tout cas, ça facilite la lecture. On sait forcément qu'il faut acheter ce qui est en haut et vendre ce qui est en bas. Et ce tableau s'utilise à la fois pour le marché des changes, mais on peut aussi l'utiliser pour le marché des actions en utilisant la pratique de force relative. Qu'est-ce que surperformant? Ça serait ce qui serait classé en haut, et ce qui est sous-performant est directement classé en bas. En termes, ça c'est pour l'analyse du marché action. Donc on peut utiliser ce tableau qui synthétise ici une information présente sur le graphique de performance en fréquence horaire sur le marché du forex, effectivement, mais on peut aussi l'utiliser sur d'autres marchés, actions ou matières premières. Voilà, donc ça c'est très important, puisque on ouvre ça, et forcément, on est face à ce qui est fort dans la journée ou faible dans la journée, et donc ça synthétise les flux de portefeuille, donc l'action du marché, sur un horizon de temps. Il y a un autre tableau que j'utilise et que je regarde de très près tous les jours, c'est ce que l'on appelle une matrice de corrélation, en fait, qui mesure l'intensité, ici, que vous avez sous les yeux, l'intensité des relations ou des non-relations, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas d'intensité, entre ces différents indices de devises. À nouveau, ici, quand vous voyez euro ou dollar, vous voyez l'euro contre un panier de devises ou le dollar contre un panier de devises. Donc, quand l'euro est fort, l'euro progresse en moyenne contre un ensemble d'autres devises, et inversement s'il est faible.
un autre élément qui est extrêmement important, à nouveau, je cherche à acheter ce qui est fort et à vendre ce qui est faible, mais c'est d'autant plus intéressant lorsqu'il y a un degré de corrélation négatif important. Par exemple ici, le yen, effectivement, que vous voyez sur la ligne, cette ligne ici, est fortement négativement corrélé à l'euro, mais aussi au franc suisse. Ce qui signifie que si je voulais acheter, par exemple, du yen ici, puisque sur la dernière phase, il est, en tout cas sur le long terme, vous pouvez observer qu'il est neutre à haussier. En tout cas, si je voyais un nouveau mouvement de hausse sur le yen, eh bien, j'aurais plutôt envie de vendre derrière de l'euro ou du franc suisse, puisqu'il est corrélé négativement. Ce qui signifie que quand le yen progresse, l'euro, lui, baisse. Quand il y a le marché se décide à acheter du yen, il se décide dans le même moment, et donc sur cet horizon de temps, donc en horizon horaire, il se décide à la fois à vendre de l'euro ou du franc suisse, voire ici de la livre britannique, d'accord? Donc, quand je sais ce qui est fort et ce qui est faible, j'ai aussi envie de savoir contre quoi est-ce que c'est fort ou faible. Et donc là, j'ai à nouveau un outil qu'on peut nommer en tant que tel outil quantitatif de mesure de l'intensité des relations qu'entretiennent ces différentes paires de devises. D'accord? Et ça, c'est très important. Par exemple, je vais directement me désintéresser ici de l'euro contre le franc suisse. Pourquoi? Parce qu'il y a un coefficient de corrélation qui est fort. Et lorsque l'euro progresse, le franc suisse progresse aussi. Donc la courbe euro-franc suisse n'a pas le moindre potentiel. Et donc je vais m'en désintéresser clairement. D'accord? Voilà. Donc voilà les outils qu'on utilise en quelques mots à la fois sur le change et sur les marchés actions. Et évidemment, ce qui est très important, et ce que vous avez à disposition évidemment dans le logiciel AOF 360, j'ai moi-même en fait des gènes de macroéconomiste au départ, c'est évidemment utiliser le calendrier de publication de news, de nouvelles macroéconomiques, avec la prévision, le chiffre observé. Par exemple ici, évidemment, on peut observer que demain, après-demain, tel ou tel chiffre va être publié. Et évidemment, c'est de nature à biaiser ou à modifier le mouvement de ces mouvements de portefeuille dont on parle. Et donc, il faut absolument avoir le nez sur l'évolution des nouvelles macroéconomiques qui sont ici présentes dans le logiciel iWeb 360. Voilà. Alors, je crois que ces nouvelles sont fournies par le flux Reuters, c'est ça? Non, en fait, ce qui est fourni par le flux Reuters, ce sont les news de la journée. Voilà. Par exemple, effectivement, pour coller à l'actualité, on peut vouloir ouvrir l'agenda économique de demain. Donc voilà. Effectivement, ça c'est fourni par Thomson Reuters. Donc il y a un flux de news Thomson Reuters. Et effectivement, ça permet de voir, de coller en fait à l'actualité. Donc, d'une part économique, macroéconomique pour ce tableau ici, mais d'autre part sur les actualités au cours de la journée, puisque il est très important de comprendre que c'est l'actualité économique et c'est le marché qui fait le mouvement qui font les mouvements de marché ou qui font les mouvements sur les actions et le marché d'échange et sur les matières premières, ce n'est pas nous individuellement. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est à nouveau la question qu'il faut se poser, c'est quel est le catalyste? Qu'est-ce qui préoccupe les investisseurs professionnels? Qu'est-ce qui préoccupe le marché? Et dès qu'on comprend ce que c'est, eh bien, il suffit de s'accrocher à s'accrocher ou en tout cas bien comprendre ce catalyste pour pouvoir à nouveau s'investir dans le sillage des investisseurs professionnels. Si ce catalyste venait à changer, d'accord, et c'est quelque chose qui pourrait se voir justement dans le calendrier de publication de statistiques macroéconomiques ou alors dans le flux de news ici qui est proposé, alors il faudra aussi que moi aussi en tant qu'investisseur particulier, que je modifie ma façon de penser compte tenu de ce que j'observe. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien qu'il y a ce qu'on appelle des tendances, donc une certaine inertie dans le mouvement des actifs, il faut toujours se tenir au courant de la dynamique des marchés qui est de nature à modifier un schéma de pensée initial. Voilà, ça c'est très important. Et donc, il faut rester collé à l'actualité des courbes et à l'actualité financière et économique pour toujours être attentif et être prêt à faire face à une nouvelle dynamique de marché. Voilà, il ne faut pas penser, par exemple, je parlais tout à l'heure du titre continental qui réalise de nouveaux sommets. Ok, mais donc c'est quelque chose d'inertiel, il y a un certain degré de robustesse, mais il n'empêche que tous les jours, je vérifie si, en pensant que le titre continental a toujours du potentiel, je vérifie s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait remettre en cause cette évolution. Voilà, donc je reste collé
je pense toujours que la dynamique des marchés peut changer. D'ailleurs, ici, quand je vous montrais tout à l'heure cette matrice de corrélation sur le marché d'échange, elle n'est valable que maintenant et elle pourrait se modifier au cours du temps. Mais évidemment, comme c'est en fréquence horaire, il y a un aspect inertiel et ça prendrait du temps à changer. Ça ne change pas comme ça. Mais la matrice de corrélation que l'on observe là maintenant sous les yeux, peut-être dans 2 semaines, très probablement d'ailleurs, sera complètement différente. Et ça implique donc, ça signifie donc que la dynamique du marché est de nature à se modifier. C'est naturel. Encore faut-il y coller. Sinon, on rate quelque chose d'essentiel en tant qu'investisseur individuel. Voilà. Alors, on peut regarder aussi, et je ne sais pas si c'est pour finir ou pas, moi j'adore de parler des marchés financiers, donc j'ai tout mon temps, il n'y a pas de problème. On peut aussi finir sur la partie matière première. Et donc de la même manière, je vais regarder ce qui se passe par exemple sur le WTI ou sur le Brent. Pour mémoire, et pour ceux qui s'intéressent, dans iWeb 360, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut corroborer ce qui se passe, par exemple, sur le marché des matières premières, et notamment sur le marché du pétrole ou du gaz ou du Brent, pardon, ou du WTI, et corroborer ça par ce qui se passe sur l'évolution relative du dollar canadien contre l'ensemble des autres devises. Il y a une corrélation entre l'énergie et le dollar canadien. Parfois, il se trouve que un mouvement de baisse sur l'énergie, donc sur le Brent ou le WTI, peut être précurseur d'un mouvement de baisse sur l'indice canadien. Vous voyez ? Et donc c'est important de savoir. Alors si je vois par exemple les matières premières liées à l'énergie baisser, je sais que ça peut être précurseur d'un mouvement de baisse sur l'indice canadien, donc l'évolution du dollar canadien contre l'ensemble des autres devises. Reste à savoir contre quoi. Mais vous voyez que ma façon de penser ne vient pas du dollar canadien comme ça, elle vient du dollar canadien parce que je vois un mouvement, par exemple, correctif sur le marché du pétrole. D'accord ? Donc, avec iWeb 360, on peut justement mettre en lien les matières premières avec le FX ou les actions avec les secteurs. Et donc, finalement, c'est parce que tous ces actifs sont imbriqués les uns avec les autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. S'il y a des masses de capitaux qui sortent de l'énergie, d'accord, du marché de l'énergie, elles vont aller se greffer sur d'autres actifs. Si elles sortent de l'énergie, alors le dollar canadien risque de baisser parce que les Canadiens vendent pas mal de gaz et de pétrole. Donc forcément, c'est récessif pour le dollar canadien. Reste à savoir contre quoi. Mais à nouveau, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Encore faut-il pouvoir le matérialiser dans un soft qui propose des flux sur les actions, des flux sur les devises, des flux sur les matières premières, mais surtout des outils qui permettent de faire le lien entre ces différentes classes d'actifs, sans quoi, évidemment, on passe à côté de quelque chose, on passe à côté de ce que fait le marché, et ce que fait le marché, c'est le plus important. Voilà. Sur le gold et sur le silver, moi je pense qu'il y a une base qui s'est formée en fait. Il y a un mouvement correctif qui a débuté notamment sur le gold, mais ça tout le monde le sait en fin de premier semestre 2013. Mais il y a une base ici qui se forme. Il faudra surveiller ça de près en tout cas. À très court terme, selon moi, pas de raison que le gold fasse de nouveaux plus bas significatifs. C'est quelque chose qui est corroboré par le silver ici. Et d'ailleurs, vous voyez que sur le silver, contrairement au gold, on n'est pas sur les précédents points bas, on est sensiblement plus haut. Voilà. Autre élément qui est très important à regarder, c'est ce qui se passe sur les métaux industriels, qui peut être tels que le cuivre ou l'aluminium. À nouveau, ce sont des stratégies qu'on peut, quand on regarde le cuivre ou l'aluminium, qu'on peut répercuter sous forme d'achat de trackers, cuivre ou aluminium, et ce qui est un moyen aussi, à travers ça, de diversifier son portefeuille. À certains moments, les marchés actions ne sont pas forcément intéressants, ou entre guillemets pour certains, on ne se sent pas très proche des marchés actions, et il est très important d'avoir une réflexion en termes de diversification de portefeuille pour minimiser le risque, et la diversification de portefeuille passe par le fait que l'on observe différentes classes d'actifs. Et là, sur les matières premières, donc qui sont proposées dans iWeb 360, on peut effectivement avoir l'idée de diversifier son portefeuille. À nouveau, je vais montrer un graphique que j'affectionne particulièrement, qui n'est autre que l'évolution relative de l'or par rapport à un indice représentatif de l'évolution de l'ensemble des matières premières. Le cuivre, la courbe verte, l'évolution relative du cuivre par rapport à l'ensemble des matières premières. Et enfin, le crude oil, donc le pétrole par rapport à nouveau à l'indice CRB, donc d'évolution de l'ensemble des matières premières. Et ce que l'on peut observer là-dessus, eh bien, c'est que
Le cuivre est sensiblement à la hausse, donc je vais peut-être l'isoler pour une meilleure lecture. Voilà, le cuivre est essentiellement à la hausse, enfin sur une tendance, on va dire pas très punchy, mais à de court terme, depuis le second semestre, sensiblement ascendant. Tandis que le crude est plutôt dépressif, en tout cas en termes en termes relatifs, hein, par rapport à l'indice CRB, d'accord. Et quant au gold, vous voyez qu'à nouveau, on a le sentiment en termes de mouvement relatif qu'il a formé une base, pas forcément utile, mais là, vous voyez que ce mouvement ici, le mouvement de baisse qui est assez intense au cours depuis le début de 2013, est en train entre guillemets, de s'assagir. Et ce qui me mène à penser que sur l'or en tant que matière première, donc le gold, on est peut-être sur des points bas et je pense qu'il y a une faible probabilité pour qu'au cours des prochains temps, il résiste de nouveaux creux significatifs. Je pense qu'on est sur l'or a formé une base et ce qui est corroboré en fait par ce mouvement de l'or par rapport à l'indice CRB représentatif de l'évolution des principales matières premières. Voilà, donc si je devais résumer un peu ce qui a été dit, sur les indices, c'est à la hausse et pour l'instant, est-ce que c'est fondamentalement juste ou pas juste? À nouveau, c'est une question qui ne nous taraude pas. L'essentiel, à nouveau, c'est d'être dans le sens de ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est je sais pas trop quoi? Nous, ça nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est de nous placer dans le sens le plus grand nombre. Les indices veulent monter. La volatilité est faible. Donc, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, de ce que l'on observe, rien ne remet en cause ce mouvement. Et il faut être plutôt, en tout cas, de ce que l'on observe à nouveau, j'insiste aujourd'hui, puisque le marché est dynamique, il faut se placer à l'achat sur le moyen terme, sur les actions. Peut-être que dans 2 semaines, 3 semaines, ça serait différent. Mais à court terme, je vais vous montrer que, par exemple, sur le titre KBC, qui avait une idée de trading particulièrement intéressante. À cela, évidemment, il faut avoir la possibilité de visualiser ce qui se passe dans les différents secteurs pour, in fine, sélectionner les titres qui possèdent le plus de potentiel quand on souhaite s'insérer dans ce mouvement haussier ou, en cas de correction, voir qu'est-ce qu'il faudrait shorter à court terme, soit pour couvrir son portefeuille, soit simplement parce qu'on est un trader court terme. Les marchés baissent à court terme, on a envie de shorter, c'est tout à fait normal. Sur le Forex, donc ce qu'on aura vu récemment, c'est ce mouvement correctif majeur sur le NZD contre un yen qui est à la hausse. Ce qu'il faut savoir, c'est sur le NZD, en revanche, ce mouvement est en train de ralentir, donc je vais l'isoler à nouveau. Là, il y a en fait une divergence haussière de MACD sur cet indice NZD, donc qui représente l'évolution du NZD contre les principales devises. Et donc, ce que je disais qui était valable encore le 17 janvier, l'est beaucoup moins à présent. Voilà. Mais évidemment, ce qu'il faut à court terme, c'est ne pas hésiter à utiliser les outils qui sont présents ici, qui permettent à nouveau chaque jour d'avoir de nouvelles idées de trading et surtout de corroborer par une matrice de corrélation qui est un outil quantitatif qui permet de visualiser directement si on achète quelque chose, qu'est-ce qu'il vaut mieux vendre. Voilà. Donc, en corroborant ce graphique de performance que l'on peut un peu traiter comme on veut et qu'on peut finalement construire comme on veut, ce qu'il faut savoir, parce que je ne vais pas montrer la construction d'un graphique de performance, eh bien on peut corroborer par un outil ici qui classifie les devises des plus fortes aux plus faibles, qui tient compte à la fois de la tendance et de la phase dans cette tendance, et qui synthétise cette information par la 4e colonne ici, en termes de sentiments, conserver, éviter, accumuler, et corroborer, donc ce que je fais aussi moi le plus souvent, par une matrice de corrélation. J'ai envie certes d'acheter du yen, mais contre quoi? Eh ben contre de l'euro. Ici c'est écrit noir sur blanc, contre du franc suisse parce qu'il y a un mouvement de corrélation négative. Et c'est ça qui est mis en avant. Et enfin, ne pas oublier, parfois il y a des beaux mouvements à prendre sur le marché d'échange et même parfois sur les marchés des actions lorsque l'on observe de très près ce qui se passe sur le marché des matières premières. Très bientôt d'ailleurs, pour corroborer l'ensemble de cette de cette mixture de classes d'actifs, nous allons proposer l'évolution des taux d'intérêt, de sorte de faire le lien cette fois-ci donc entre les 4 grandes classes d'actifs, les actions, le forex, le marché des matières premières et les taux d'intérêt. Et donc on pourra appliquer ce dont je parlais au début, c'est-à-dire une approche globale macro qu'utilisent les gros hedge funds et les investisseurs professionnels, et on synthétisera ces différentes courbes à travers de nouveaux outils. Et on pourra effectivement mettre en avant et en tout cas visualiser que même sur les marchés financiers,
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok, eh bien merci David. Là on a, je pense, une présentation assez complète de la grille de lecture que fournit iGweb 360. Moi je le résumerai comme ça, alors après je sais pas, tu pourras donner ton avis, puisque ce que permet vraiment la plateforme de ce qu'on a vu ici, c'est de se repérer au sein des marchés, savoir vers quoi se diriger. Ensuite il reste quand même une responsabilité à l'investisseur, c'est pas une plateforme qui va tout donner clé en main, puisque derrière il lui reste le concret, c'est-à-dire gérer ses points d'entrée, ses points de sortie, etc. Donc iGweb 360 permet une grille de lecture qui est orientée et basée d'une expérience institutionnelle et professionnelle qui est la tienne. Ensuite, libre à chacun. D'ailleurs, vous êtes combien dans l'équipe à travailler sur le projet iGweb 360 depuis ces 6 dernières années? Alors, tout d'abord, nous sommes donc iGweb 360. Enfin, la société a été créée en mars 2011. Il y a eu à peu près 2 ans et demi de développement informatique pur pour en arriver là, puisqu'il y a derrière ce qu'on voit, on a l'impression qu'on clique, c'est extrêmement facile, etc. Mais ça nécessite actuellement, il y a plusieurs dizaines de milliers de lignes de code dans le logiciel. Donc c'est d'abord du développement informatique qui est très profond, qui est beaucoup plus qu'on l'imagine. Et ensuite, il y a aussi donc une partie commerciale et communication. Actuellement, j'ai mon partenaire, donc Thomas Van Der Biest, qui s'occupe de la conception du logiciel, qui est appuyé par Thomas Cathy, qui s'occupe de la partie gestion des serveurs et des bases de données. Et les deux, en fait, améliorent, corrigent et conçoivent le logiciel et le développent. Et ça c'est très important, sans ça il n'y a rien, d'accord. Et puis on a aussi donc Nicolas qui s'occupe de la partie de la distribution en France, d'accord. On a aussi Caroline que pour certains vous avez déjà pas mal qui vous avez déjà pas mal parlé, qui s'occupe de la distribution en Allemagne et qui aide aussi Nicolas dans la communication du soft au jour le jour. Et on a aussi donc Jonathan qui va s'occuper qui s'occupe d'ores et déjà de la partie anglaise, mais avec lequel on va développer un produit de conseil à base du logiciel iWeb 360. Donc en fait, ce que vous pouvez observer déjà sur les comptes Twitter, c'est une émanation du travail de Jonathan, qui est en train de préparer un produit de conseil, un très bon produit de conseil, qui est, pour la petite histoire, Jonathan, qui a été lui-même aussi 7 ans stratège à la City, donc chez un broker institutionnel dans lequel moi j'avais travaillé. Et donc à nous deux, on va proposer un produit de conseil qui sera en tout cas sur un degré d'exigence professionnelle à destination des investisseurs particuliers, pour les aider, pour leur donner soit une grille de lecture, soit carrément et c'est ça notre intention, en fait, de leur dire quoi acheter et quoi vendre, et surtout à quel moment, et gérer avec eux leur position. Et ça, c'est très important. Donc, quoi qu'il en soit, dans notre équipe, enfin toutes les personnes qui composent notre équipe sont avant tout des financiers, y compris Thomas Cathy et Thomas Van Der Biest qui s'occupent de la conception du logiciel. Alors tout à fait, tiens, d'ailleurs une petite parenthèse par rapport à ça, puisque l'autre fois, d'ailleurs assez régulièrement vous organisez des événements à Paris, parce que toi tu es professeur dans une école et régulièrement tu organises des conférences sur divers thèmes. Alors les derniers qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Vidéo Bourse notamment. Alors la dernière fois c'était sur l'analyse technique et la programmation automatique. Avant c'était sur la psychologie. Ça se passe au pôle Léonard de Vinci, donc à la Défense à Paris. Et dans ce cadre-là j'ai rencontré donc je crois que c'était Thomas Cathy qui était avant dans un secteur différent et lui-même qui travaille sur le développement de la plateforme, a fait la démarche de faire un master en finance, je sais plus exactement lequel, pour justement accroître ses connaissances et pouvoir apporter un œil, on va dire, averti au travail global de la société, ce qui est quand même une démarche remarquable. Oui, c'est juste. En fait, je pense que là, on est d'abord, il faut avoir un minimum, je pense, de respect par rapport aux clients ou
aux personnes qui s'intéressent au marché financier. Je pense qu'on peut pas vendre un produit lié au marché financier sans soi-même être dans l'emprise des marchés financiers. Et je trouve que c'est presque un manque de respect d'aborder les choses comme ça. Il y a à travers les logiciels ou pour certains des comptes brokers, il y a des individus ou voilà un tas de personnes qui soit ont la passion des marchés financiers, soit investissent une partie de leur capital, soit utilisent les fonds de leur retraite pour se concentrer là-dessus. Et je trouve que la moindre des choses pour répondre à ces personnes, c'est que nous-mêmes nous soyons dans l'emprise de ce que l'on propose, de ce que l'on commercialise. C'est vraiment très important et donc dans iWealth 360, il est important pour nous que les personnes qui soit commercialisent, soit qui communiquent le logiciel comprennent très bien tous les tenants et les aboutissants des marchés financiers, de l'analyse technique, de l'approche psychologique et qu'ils savent, qu'ils soient à même de répondre à des questions plus ou moins profondes de nos clients. C'est extrêmement important. Moi, je sais que si j'appelle par exemple un fournisseur de logiciels et que je lui demande quoi que ce soit d'autre, je dévie de la conversation, je ne parle plus d'un outil, mais j'ai envie de parler par exemple parce que j'ai envie de comprendre quelque chose. J'ai envie de savoir, de comprendre par exemple la politique monétaire menée par la Fed ou qu'est-ce qui se passe sur tel ou tel marché. J'ai envie d'avoir en face de moi quelqu'un qui, ok, il m'aura vendu le logiciel, mais aussi a une capacité à répondre à une demande qui est un petit peu décalée, mais qui est imbriquée dans ce que l'on vend. Donc, nous tenons à proposer une équipe qui est pertinente, au-delà même de la production d'un logiciel ou de sa distribution, de sa communication et de sa commercialisation. Pour moi, c'est essentiel. Ok, donc ça déjà c'est une démarche intéressante qui crédibilise le projet. Alors également ce qui est important de noter, pour moi en tout cas c'est toujours dans ce même esprit, parce que maintenant ça fait quand même quelques années je pense que je te connais David et que je suis un peu ce qui se passe du côté de iWealth 360, c'est que vous travaillez sur la production intégrale du logiciel et de la logique qu'il y a derrière. C'est-à-dire c'est pas des choses que vous, par exemple une base de plateforme que vous auriez repris, que vous auriez modifié, etc. L'ensemble c'est vraiment réalisé de A à Z, ce qui permet une compréhension totale de la stratégie, ou en tout cas de la grille de lecture proposée, des outils proposés. Donc là on voit à gauche l'étude des corrélations entre les différents actifs, à droite l'indicateur de force, en bas l'étude chiffrée des corrélations entre les différentes paires de devises, enfin les différentes devises. Donc du coup c'est un projet global. Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, tu en as parlé un peu plus précisément. Derrière il y aurait peut-être l'évolution vers un produit de conseil. Donc voilà, en fait iWealth 360 c'est quand même un produit qualitatif formé sur des années de travail quand même conséquent. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel ou un petit projet. Je pense que ça c'est important de le souligner, puisque justement dans la finance, notamment la finance à destination des particuliers, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as parlé que pour toi c'était une certaine marque de respect que de faire la démarche d'avoir que les collaborateurs qui connaissent vraiment le marché sur le bout des doigts. C'est quand même une démarche tout à fait qualitative qui je pense est utile de le souligner. Alors si on veut justement obtenir cette plateforme iWealth 360, comment est-ce qu'on peut faire? Alors tout à l'heure j'ai partagé l'adresse du site internet. On va pouvoir regarder peut-être ça de plus près et évoquer les tarifs également. Oui, tout à fait. Alors là, je me rends sur le site. Voilà. Donc ici vous êtes sur le site iWealth 360. Et donc ici sont décrits dans le deuxième onglet nos produits, et donc le troisième onglet c'est la partie tarif. Donc sur la partie tarif, forcément il faut commencer par remplir un certain nombre d'éléments, notamment une durée d'engagement. Mais le plus important évidemment c'est forcément on est obligé d'utiliser le logiciel iWealth 360, donc c'est la licence d'utilisation du logiciel, suivi de la possibilité de choisir des différents flux selon différentes déclinaisons. D'accord? Donc là, par exemple, je vais choisir d'utiliser à la fois, donc évidemment, j'ai pas le choix, le logiciel iWealth 360, mais le flux Forex en temps réel, il va m'en coûter 49 € par mois si je m'engage par exemple pour 3 mois, sachant qu'il y a la possibilité de s'engager plus longtemps pour des durées supérieures
allant jusqu'à 6 mois et 1 an et obtenir une ristourne. À cela, on peut ajouter différents outils, donc des alertes SMS et puis donc les annonces macroéconomiques et aussi c'est quelque chose qu'on va étayer de plus en plus à l'avenir. On proposera une gamme d'outils toujours plus innovante. Mais voilà, pour 49 € par mois, on obtient en gros la possibilité d'utiliser ce que vous aviez sous les yeux ici, à savoir cela, ce que vous avez sous les yeux ici. Donc toute cette gamme de produits qui permet de visualiser les meilleures paires de forex sur lesquelles il faut se positionner. D'accord. Donc voilà. Donc je pense que c'est un prix qui est démocratique et qui, en revanche, en termes de logiciel, propose une gamme d'outils d'une valeur ajoutée supérieure. Voilà, ce qui permet de visualiser ce que font les institutionnels en un clic. Enfin voilà, moi c'est quelque chose dont je suis le premier utilisateur et ça me paraît donc à valeur ajoutée. Donc ça c'est pour l'abonnement en fait, pour répondre à ta question plus directement. Donc on va dans la page tarif. Et puis on décide de ce que l'on veut selon différents flux et déclinaisons allant de temps réel à end of day. Et puis on poursuit comme ça son abonnement. Bien sûr, l'étape suivante, forcément, on demande un certain nombre d'informations et finalement on propose un résumé de la commande et puis finalement il y a le paiement par carte bleue, PayPal ou virement. Voilà. Sachant que aussi, bon, si vous voulez pas, on se sent pas forcément très à l'aise avec ce processus, on peut ce qui est mieux d'ailleurs, hein, vous pouvez faire sans hésiter, appeler ici le service commercial et ils vous guideront de bout en bout, à la fois sur la prise en main du logiciel, sur l'inscription, et puis sachez aussi, et qui est très important, c'est que nous proposons tout au long du mois, donc chaque mois, des webinaires qui sont soit ouverts à tous, soit ouverts à nos clients pour leur proposer et leur expliquer la manière soit dont on utilise le logiciel, mais aussi la manière dont évoluent les marchés. Donc par exemple le jeudi prochain, je fais un point de marché pour nos clients ou nos prospects, pour leur faire une piqûre de rappel, en tout cas sur la manière dont je vois le marché évoluer sur les différentes classes d'actifs. Voilà. Donc tout au long du mois, personne n'est laissé au hasard sur les marchés financiers. On fait des événements réguliers de sorte que soit nos clients, soit nos prospects comprennent toujours la manière dont on utilise les derniers outils, ou alors de la manière dont on peut décrypter les marchés financiers. Voilà, ça c'est très important. Hein. Et pour ce faire, pour participer à ce genre d'événement, ici, il n'est pas forcément nécessaire d'être client, le plus souvent d'ailleurs. Vous voyez, c'est des webinaires qui sont souvent ouverts à tous, puisque nous, on aime communiquer par ce biais-là, on aime montrer qu'on a un produit à valeur ajoutée et pas de raison de faire payer pour ça, évidemment. Voilà. Donc, on propose évidemment un logiciel, de la formation, très prochainement du conseil, et voilà comment, évidemment, on peut aussi nous suivre via Twitter. Voilà, que je vous ouvre ici. Et qui, sur ce compte Twitter, vous pouvez suivre un petit peu la manière dont on pense les marchés. Mais attention, ce n'est pas ici un produit de conseil. On met en avant certaines choses qui permettent de qualifier les marchés actions et forex. Ça permet à nos prospects et à nos clients de mieux comprendre enfin la manière dont nous on formule notre pensée avec le logiciel AWS 360. Mais ici, ce n'est pas un produit de conseil. En tout cas, on a de plus en plus de personnes qui nous suivent, ce qui signifie que ça a quand même un intérêt ici. Par exemple, Jonathan montrait il y a quelques jours les mouvements sur les différentes paires de devises. Et ce qui permettait aux personnes, soit qui nous suivent ou à nos clients, de comprendre la manière dont on utilise AWF 360 dans le cadre de l'investissement sur le forex. Voilà, il montrait justement que le yen était dépressif, donc à la baisse, et que contre ce yen, on aurait pu s'intéresser au dollar australien. Voilà. Ok, alors je suis en train de laisser l'adresse du Twitter de AWF 360 sur le chat écrit. Je vous ai laissé également tout à l'heure l'adresse vers le site donc, de AWF 360 en français. Alors je sais pas si tu as encore quelques minutes, si tu as des réponses aux questions des membres potentiels. Donc si vous avez des questions, alors j'ai pas fait le point sur le chat pendant l'interview de David, puisque j'essaie de me concentrer sur ce que me disait David pour essayer de rebondir de manière la plus pertinente possible et pour comprendre tout ce qu'il se disait. S'il y a des questions que vous avez posées et que je n'ai pas eu le temps de
de les poser à David, n'hésitez pas à les indiquer de nouveau sur le chat écrit. Alors en attendant, je vais transmettre déjà celles que j'ai eues. Alors déjà, on me fait des demandes parce que tu utilises Mac là sur la présentation que tu nous fais. Est-ce que ce logiciel marche également sous Windows? Alors oui, ouais, bonne question effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que iOS 360 est dimensionné pour l'homme ou la femme d'aujourd'hui, pour reprendre certains slogans de magazines et d'autres. Et donc, l'homme ou la femme d'aujourd'hui est quelqu'un qui utilise à la fois un ordinateur Mac ou un PC de manière identique. Moi, je vois qu'il y a, par rapport à un public de jeunes qui a une montée en puissance de Mac et puis une baisse des ventes de PC. Bon, mais peu importe, pour répondre à ta question, on peut utiliser le logiciel sous PC et sous Mac, donc sous Windows ou sous Mac sans le moindre problème. Et puis, moi, je sais que je suis quelqu'un d'un peu nomade, voilà, et j'aime pas être lié forcément à un ordinateur. J'aime pouvoir utiliser tout de n'importe où, par exemple les mails, c'est la moindre des choses aujourd'hui. On a donc pensé évidemment que iOS 360 doit pouvoir s'utiliser de n'importe où. Donc, ce qui signifie que si là, par exemple, je sors d'iOS 360, j'enregistre, je sauvegarde ma configuration ici en cliquant sur ce bouton-là, et je me rends, par exemple, chez n'importe qui d'autre qui lui est sur PC alors que là je suis sur Mac, voilà, je retrouverai exactement la même configuration que j'ai laissée lorsque je suis parti de mon Mac ici, alors que j'ai ouvert un PC ailleurs 2 heures, 10 jours après, peu importe. Voilà, ça c'est très important de retenir, qu'on peut donc utiliser iOS 360 sous Mac ou PC, et de n'importe où, de n'importe quel ordinateur connecté à Internet, on retrouvera ce qu'on a laissé lorsqu'on est sorti de son ordinateur la dernière fois. Ok, très bien. Alors, il y avait Tony qui demandait, on peut traiter les CFD avec son soft. Alors, je crois que pour le moment, en tout cas, la plateforme iGo 360 est une plateforme d'analyse, mais qu'elle ne permet pas la prise de position en direct. Donc là, par contre, si on veut prendre les positions concrètes, il faut se référer à la plateforme ou à l'outil de son courtier. C'est bien ça? Oui, c'est juste, et c'est juste pour le moment, parce qu'une ambition d'iOS 360 est de devenir aussi broker. Donc aujourd'hui, la réponse, c'est effectivement c'est cela, c'est-à-dire qu'il faut à la fois ouvrir le logiciel iOS 360 pour améliorer sa prise de décision et aussi avoir une plateforme broker ouverte. Mais notre ambition, c'est de devenir nous-mêmes broker au cours de 2014. Donc permettre le clic droit dans le graphique, par exemple, de BMW et acheter et vendre directement BMW. D'accord, ok, très bien. Alors, sur le chat écrit, les questions qui revenaient. Alors, il y avait Anonymous qui demandait les protocoles compatibles. Alors, je suis pas sûr, en tout cas pour ma part, je vois pas de quoi tu parles exactement, Anonymous. Est-ce que David, toi, ça te parle? Non, mais déjà, son pseudo me fait peur. Je sais pas si je dois répondre ou non. Et non, en fait, je sais pas je comprends pas forcément de quoi il parle, mais il peut écrire aussi pour toute question d'ordre technique ou technologique à l'adresse support@iweb360.com, support@iweb360.com, et on sera un plaisir de lui répondre à toute question d'ordre technique ou technologique. Ok, très bien. Je vais indiquer la page de contact. Alors attends, elle est où la page de contact sur le site? Oui, alors je la remets. Alors, contact. Assistance. Voilà, exactement. C'est où c'est... Là, je vois pas exactement le... Ah pardon. Alors attends. Donc on peut écrire directement à contact@iweb360.com. Oui. Pour toute question commerciale, mais on peut aussi appeler ce numéro ici que je mets en surbrillance 09 70. Voilà. Sinon, pour toute question d'ordre purement utilisation du logiciel, mais compréhension des marchés, c'est contact@iweb360.com. Pour toute question d'ordre technologique, de compatibilité ou quoi que ce soit, c'est support@iweb360.com. Et puis sinon, ce numéro de téléphone sur lequel on peut obtenir, on pourra parler notamment à Nicolas. Ok, donc je vais coller l'adresse que tu viens de me fournir, support@igo360.com. Ok, bah je l'ai ici. Voilà. Ok, donc je t'ai mis ça, Anonymous, si tu as des questions plus précises. Et également pour les autres. Alors, ça on avait vu. Ok, donc on peut prendre les positions directement sur la plateforme de monnaie Warren, non.
Avec quel broker peut-on utiliser le soft? Donc c'est un peu la même réponse que tout à l'heure, ce que tu avais indiqué David, c'est-à-dire pour le moment, il n'y a pas de lien direct avec un courtier, etc. Alors, sauf que on a quand même des partenariats avec FXCM pour la partie Forex et le broker ETX Capital justement pour les CFD. Et que toute personne qui s'inscrit en cliquant sur nos liens ici qui sont présents donc sur le site, donc je montre de nouveau, attention, je vais fermer, ça aussi, voilà, ça aussi, voilà, toute personne qui s'inscrit chez FXCM ou ETX via notre plateforme a la possibilité d'obtenir un certain nombre de services gratuitement, voilà, par nous. C'est-à-dire tout à l'heure, je parlais de la chose suivante, des formations ici. Et par exemple, toute personne qui s'inscrit chez FXCM ou chez ETX via nous obtient par exemple un certain nombre de webinaires à titre gratuit. Par exemple, celui-ci qui normalement est payant. Eh bien, ces personnes l'obtiennent gratuitement. On peut voir, mais ils obtiennent plusieurs webinaires gratuits. Et donc, idéalement, si une personne souhaite en fait aller chez un broker, mais en même temps s'intéresse de près à Wave parce qu'on a des produits intéressants à la fois soft, conseils et formation. Le mieux, c'est de s'y inscrire directement en utilisant ce lien ici, courtage, FXM et ETX, ou alors en appelant notre service commercial qui sera un plaisir d'aider à l'inscription de ces différents brokers. Donc on tombe sur une page broker comme ça, mais on peut aider pour toute personne qui souhaite avoir un bon broker à s'inscrire via nous, ce qui permet d'obtenir plus de services de chez nous que si vous inscriviez comme ça simplement chez FXCM ou ETX. En tout cas, donc on a des partenariats avec FXCM et ETX qui permettent à nos clients et aussi nos prospects d'obtenir plus de services de chez nous. Ok, très bien. Alors ça on avait vu, ok, donc ça on avait vu. Ah oui d'accord, donc au niveau de la question des protocoles, il parlait pour les fournisseurs de données. Oui. Donc les données sur lesquelles vous basez pour les cours des différentes classes d'actifs que vous proposez, ils sont fournis par Reuters également, les données de cotation? Oui, tout à fait. Oui. Enfin, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a décidé de changer de fournisseur. Donc, on a à nouveau dans la partie institutionnelle, il y a 3 grands fournisseurs de données que sont Bloomberg, Thomson Reuters et un autre qui s'appelle Interactive Data, et que on propose maintenant un flux Interactive Data qui est un flux utilisé par de nombreux institutionnels. Et donc ce flux en fait nous permet à tout un chacun de visualiser les différentes cotations, les différents outils, que ce soit sur les actions, le marché d'échange, le marché des matières premières et très bientôt sur le marché des taux d'intérêt. D'accord, très bien. Donc ça on avait vu, ok. Ça on avait vu. Ok, ça on avait vu. Ok, bah je pense qu'on avait fait le point. Merci David pour toutes ces explications. On te retrouvera sans doute bientôt. Alors tu as parlé des webinaires. Également, tu es régulièrement présent lors d'événements comme des conférences, des salons. Est-ce que tu as des dates prévues dans ton agenda? Oui, effectivement. Alors, on va reprendre le cours des choses ici. Donc, sachez que jeudi prochain, donc c'est entre 13h et 14h, je donne un webinaire avec le magazine Le Revenu et Unicredit, et que je vais faire une sorte de point de marché dans lequel on va conseiller ce qui nous paraît être les meilleures actions pour le premier trimestre. Donc ça sera jeudi. Pour ceux que ça intéresse, qu'ils écrivent à l'équipe contact@iwef360.com, ou alors qu'ils nous appellent pour qu'on les inscrive à ce webinaire. Donc jeudi prochain, je crois que c'est 13h à 14h ou 14h à 15h. Mais peu importe, si ça les intéresse donc d'avoir une idée sur ce qu'on pense sur les marchés d'actions.
ils pourront rejoindre ce webinaire gratuitement. Voilà, sans aucun souci. Donc c'est un webinaire organisé avec Unicredit, Le Revenu et iWave 360. Donc jeudi prochain, jeudi 23 je crois que c'est soit de 13h à 14h ou 14h à 15h. Mais à nouveau, qui n'hésite pas à écrire à contact@iWave 360 ou alors à nous appeler comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Jeudi 23 le soir prochain, je donne un webinaire qui sera un point de marché plus détaillé, moins exhaustif en termes de présentation du soft sur les marchés financiers. Donc jeudi 23 janvier de 18h à 19h. Une nouvelle fois, si ça intéresse certains, qui n'hésitent pas à nous contacter. Ça, c'est à titre perso, mais d'ici le vendredi 24, il y aura encore un webinaire sur la manipulation du logiciel, et jeudi 30. Voilà. Mais me concernant, d'ici la fin de l'année, la fin du mois, oh là là, on est simplement au début de l'année, je parle de la fin de l'année. D'ici la fin du mois, j'interviens en fait dans 2 webinaires, l'un jeudi après-midi en tout début d'après-midi et l'un jeudi en fin d'après-midi. Ok, très bien. Eh bien, merci David. C'est donc David Furcage, ancien stratège et donc à la City, qui a travaillé notamment pour des institutionnels, désormais président de iWave 360. Merci David pour toutes ces réponses. Je te souhaite une bonne soirée et on se retrouvera sans doute bientôt. D'ici là, bien n'hésitez pas à aller visiter le site ou à retrouver iWave 360 sur les différents réseaux sociaux, Twitter notamment, Facebook aussi. Vous avez tous les liens sur le site. Merci David. Merci à tous, merci pour votre écoute et à très bientôt, j'espère, sur iWave 360. En tout cas, n'oubliez pas de sortir couvert, les marchés c'est dangereux. Ciao. Ciao.